Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref, édition de ce 9 février. Ici Lydia Jacques. Eh bien, aujourd'hui, nous aurons deux invités. Il s'agit de M. Yves Boissonneau, qui est le maire d'Inverness. Jocelyn Bédard nous racontera aussi comment il a découvert la municipalité d'Inverness grâce à l'émission La MRC de l'érable à découvrir pour mieux y vivre. Et aussi, Martin Lacroix sera avec nous pour nous parler de l'eau potable du côté de Plessisville, parce que depuis quelque temps, on a reçu des avis d'évolution de notre eau potable ou encore suite à l'incident, soit l'incendie du côté de l'Istère. Alors, on avait reçu que c'était vraiment défendu de boire l'eau potable de notre robinet. Mais pour l'instant, voici vos nouvelles. Le conseil municipal de la paroisse de Plessisville a voté en majorité pour dire à la ville de Plessisville que Plessisville Paroisse paiera une partie des frais de non-résidents. C'est le 1er février dernier que le vote a d'ailleurs été pris. Belinda Drolet, qui est conseillère municipale à la paroisse de Plessisville, s'est sentie abasourdie à la suite de la décision prise par le conseil municipal de la paroisse de Plessisville. Pour elle, cette décision aura des conséquences directes sur le portefeuille des familles ainsi que les résidents. Et elle considère que c'est à une génération complète d'enfants que nous attaquons. Ce que rapporte également la Nouvelle Union, eh bien, Belinda Drolet a été tenue à l'écart des négociations d'entente concrète avec la ville de Plessisville. Pour elle, ce n'était qu'un mirage. Elle espérait que les deux municipalités retournent en négociation pour trouver finalement un terrain d'entente. Pour cette femme positive, rien ne va plus, que ce soit pour la caduc, les égouts, les loisirs et même le développement économique. Bilan hebdomadaire maintenant pour la COVID-19. Eh bien, Dr Marie-Josée Gaudy, qui est la directrice régionale de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie ainsi que du Centre du Québec, mentionne que le nombre de cas, même en baisse, et les hospitalisations, dis-je bien, stables, ne suffisent pas pour que notre région puisse passer au code orange. En date du 3 février, disons que la région demeure en code rouge. Pour changer de niveau, il faut vraiment que les indicateurs demeurent stables entre 2 et 4 semaines, ce qui n'est pas le cas actuellement. Exemple, le taux d'hospitalisation en Mauricie et centre du Québec reste préoccupant et également fragile. La vaccination est retardée et aussi la menace des variants. Alors, la prochaine réévaluation aura lieu le 22 février prochain. En terminant, eh bien, la clinique d'impôt dans l'érable, droit devant érable, peut vous aider. En effet, la responsable de la clinique d'impôt, qui est Mme Renée Levasseur, invite la population à prendre évidemment rendez-vous. La clinique d'impôt aura lieu du 9 au 21 avril prochain, soit les mardis et mercredis, et cela de chaque semaine. L'an dernier, à cause de la pandémie, Droit devant érable avait pris la décision d'offrir les cliniques d'impôt tout à fait gratuitement. Cette année, le coût sera de 10 $. Les tarifs habituels sont de 15 $ pour les non-membres et 10 $ pour les membres. Et voilà, cela met fin à notre bulletin d'actualité locale et régionale. Allons-y maintenant avec nos deux invités. On parle de M. Yves Boissonneau, le maire d'Inverness, et également Martin Lacroix de la ville de Plessisville. Là-dessus, bonne semaine! Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons découvrir une autre municipalité de la belle MRC, de l'Érable. Aujourd'hui, il sera question d'Inverness, dont le maire est M. Yves Boissonneau. Et puis pour nous faire la belle introduction, il n'y a rien de mieux qu'un préfet qui connaît bien sa MRC, c'est M. Jocelyn Bédard. Bonjour. Bonjour, Lydia. Jocelyn Bédard, Inverness. Heureusement qu'on a cette belle municipalité dans la MRC de l'Érable. Inverness, moi, j'appelle ça un joyau de la MRC. Hein, parce Pourquoi? Pour commencer, avant d'aller dans le joyau, je vais Oui. vous parler un petit peu du maire.
OK. Parce que le maire d'Inverness, qui est M. Boissonneau, Qui est un joyau. un vrai joyau, qui est un monsieur il commence sa 4e année comme maire à Inverness. Oui. Il commence aussi sa 4e année comme membre du conseil d'administration de la MRC d'Érable. M. Boissonneau nous a apporté depuis les 3 dernières années, moi je vais appeler ça de la sagesse d'un homme d'expérience en administration qui est capable de nous faire réaliser aux maires autour de la table. Je vais parler pour moi, parce que moi, je n'ai pas de cours en administration. J'ai de l'expérience, mais pas en administration. Yves nous a amené tout le temps son idée qui fait qu'il nous fait voir les choses d'un autre côté. Que s'il ne nous donnerait pas sa façon de voir les choses, on passerait à côté ben des belles choses puis de bien des belles décisions qu'on a prises. Donc, un beau partage de son savoir. Un beau partage de son savoir. Voilà. Les gens d'Inverness sont chanceux d'avoir un monsieur comme Boissonneau. Ça, et Inverness? Une des principales choses que nous autres, on a à s'impliquer à Inverness, c'est le musée du bronze, qui est unique au Québec. Là. On ne trouve pas ça ailleurs. Puis, grâce à ça, Inverness s'est mis sur la map, là, comme on dit en bon québécois. Écoute, quand on va à Québec, puis qu'on va à Montréal, puis qu'on voit des statues, on voit des œuvres faites par des artistes d'ici, ben écoutez, là, je pense qu'Inverness, là, il a son grand mérite de faire connaître la MRC de l'érable. On va faire place à M. Yves Boissonneau. Merci de nous l'avoir finalement introduit dans l'émission. Ça fait plaisir. Alors, voici donc le maire d'Inverness, alors M. Yves Boissonneau. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Merci de me recevoir. Ben oui, mais bienvenue aussi à notre chronique, finalement, la MRC de l'érable à découvrir pour mieux y vivre. Municipalité d'Inverness. Ça m'a toujours intriguée, ça intrigue toujours les gens. Alors, on va aller faire un tour à Inverness. À cause du Festival du Bœuf, qui est quand même très, très, très populaire, hein, parce que vous recevez beaucoup de monde. Je pense que la municipalité augmente de combien d'habitants là, pendant le festival? J'ai pas le nombre exact. Elle doit être alentour de quelques mille, 4-5 000 qu'on va. C'est le deuxième plus gros festival dans l'Est après Saint-Tite. Au Québec, après Saint-Tite, c'est le deuxième plus gros festival. Alors, il y a de quoi s'énergueillir, hein? C'est bien ça. On en est très, très fiers de notre festival. Oui, exactement. Et aussi Inverness. Moi, je me suis toujours posé la question. Inverness, ça veut dire quoi exactement? Là? Inverness, ses origines sont en Écosse. Okay? C'est les gens, les premières personnes qui sont arrivées parce que notre histoire, c'est au niveau des Écossais, des immigrants écossais et irlandais qui sont arrivés à Inverness en 1845 et en 2020, c'était notre 175e anniversaire. Bien, félicitations. On est parti pendant la COVID. On est parti avec beaucoup de projets en janvier. Ça s'est ralenti énormément. On espère en 2021 poursuivre ces projets-là pour fêter notre 175. Mais il y a quand même un projet qui a été mis à terme. C'est le changement de votre nouvelle identité, hein, le changement de logo. Oui, ça a été fait. C'était déjà entamé depuis quelques années. On a pu rendre à terme cette année le nouveau logo. Mais pourquoi changer de logo? Rafraîchir, se retrouver, aller chercher nos racines, redéfinir notre identité. Oui, et vous m'avez dit que vous aviez retrouvé les armoiries, là. Oui, on les appelle les armoiries. Oui, c'est ça, ouais. Oui, voilà. Oui, puis ça représente à peu près tout ce qu'on retrouve à Inverness, que ce soit au niveau des paysages, au niveau des bâtiments historiques qu'on retrouve là-dessus, les chutes, les cenders. L'église aussi. L'église au niveau presbytérienne. On a 2 autres églises. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et je vous encourage à venir découvrir et on vous accompagnera. Voilà. Combien de population? 905 avant. Vraiment 905 personnes. Qui habite Inverness? Est-ce que c'est des gens de d'autres municipalités de la MRC qui se disent on va déménager à Inverness ou des gens de Montréal, d'ailleurs? Dans le passé, il est arrivé des gens d'un peu partout, je pense, au Québec. C'est des gens qui sont bien enracinés. C'est des gens qui sont là depuis plusieurs années, plusieurs générations qui poursuivent. Il y a des gens, il y a toujours quelques personnes à chaque année de l'extérieur qui arrivent, des familles. On est là pour les accueillir, les familles. On veut que
le village continue à vivre et c'est avec nos jeunes. Mais ça augmente les familles, là. Oui, oui, hein? oui, oui. C'est un bel endroit pour élever Cette des année, on enfants. a eu 4 ou 5 constructions neuves. Il y a une rue qui nous reste seulement que 2 terrains à vendre. Il faut retravailler sur le développement. Qu'est-ce qu'on peut découvrir à Inverness? Parce que vous avez des endroits très populaires. Musée du Bronze, c'est chez vous, hein? Chanceux. Inverness, là, il y a des choses, je dis toujours, qu'est-ce qui différencie Inverness? Okay? Parce qu'on a tous des populations, on a tous des écoles, des églises, des choses. Inverness est beaucoup connu pour le bronze. Oui, on a le musée du bronze. Oui, on a la fonderie d'art d'Inverness. On a l'atelier du bronze qui font des œuvres magnifiques, des œuvres gigantesques qui sont partout au Québec. On a aussi la galerie à ciel ouvert, on peut aller admirer les œuvres d'art, la description des œuvres d'art. On a aussi une balado découverte qui a été créée cette année, qu'on a, vous êtes en mesure d'apprécier dans la balado l'œuvre d'art et on va vous, au même moment, au même endroit, on va vous faire apprécier une architecture du passé qui a été conservée. Que ce soit une église, que ce soit l'ancienne académie pour l'école. On va vous faire découvrir ça. Au niveau du musée, cette année, on a mis en place comment on appelle ça, à 3 dimensions virtuelles. Là. Oui. Une coulée virtuelle. De toute beauté, magnifique. Ça vaut la peine de voir, ça vaut la peine de prendre le temps. On a aussi un très bon restaurant, très bien renommé, la Cornemuse. Après ça, on a parlé tantôt du festival. Le festival, c'est le moment qu'on a que les gens vont s'impliquer comme bénévoles. 350 bénévoles. Et ça travaille comme des fourmis. Vous n'avez rien à dire. Les gens savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et ils vont faire fonctionner. Ça dure 4-5 jours. On ferme ça. Et juste votre michoui, là. Oui. Hein? Tout le monde veut manger ce michoui-là. Oui, mais c'est 3500. 3500 repas qui servent ce soir-là. Et ça roule. On va là pour fêter, on va là pour s'amuser. Puis les retombées sont importantes dans la municipalité par après. Ils font même une activité de reconnaissance à la fin. Quelques semaines après, ils font une grande activité de reconnaissance pour tous les bénévoles. Et ça crée des liens incroyables. Alors, c'est une belle tissé serré, communauté tissé serré, c'est vraiment cela. Maintenant, on peut parler peut-être de votre... comme on dit, ça fait 3 ans que vous êtes maire d'Inverness. Oui. Vous voyez un peu où que je vais en venir. Est-ce que vous allez vous représenter? C'était pas mon objectif au départ. Ça ne l'est toujours pas. J'avais dit que je voulais y aller pour un mandat. Puis, j'ai toujours comme principe, ça pourrait pour des personnes d'être quelques mandats, mais c'est pour moi le mandat de maire, le mandat de conseiller, les implications, c'est toujours des courses à relais. Des fois, on se dit, bon, on va attendre que ça soit réalisé. Il va toujours avoir quelque chose. C'est une course à relais et j'espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le flambeau. Et je m'impliquerai d'une autre façon dans la communauté avec les gens qui sont là et garder ça vivant. C'est quoi vous voyez dans l'avenir, les projets, là, ou encore des fiertés que vous avez eues pendant votre mandat actuel? Moi, c'est de garder cette municipalité-là vivante, chaleureuse, avec des gens impliqués, des gens qui vont réaliser des choses pour rassembler. Je prends la FADOC, va faire des soupers à tous les mois. C'est pour rassembler des gens. Que ce soit toutes les activités qu'on va faire, que ce soit des sentiers pédestres, il y a toujours des bénévoles qui sont là. 2021, on espère que ce sera l'occasion de finaliser notre 175e, qui avait débuté en janvier dernier, puis qui a été arrêté par la COVID. On va pouvoir finaliser ça. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci pour cette magnifique découverte donc, de la ville, la municipalité donc d'Inverness. On se dit sûrement une prochaine.
À une prochaine. Merci. Venez visiter. Oui, ça, c'est Dites-moi là certain, et je vais oui. vous accompagner. D'accord. Ah, merci. J'aurai mon guide touristique en même temps, mais merci beaucoup. Alors, pour la Merci. conclusion, on demande à M. Jocelyn Bédard, donc préfet, de revenir s'asseoir à votre place. Merci. Merci. Et maintenant, c'est au tour de M. Jocelyn Bédard. Qu'avez-vous pensé de cette entrevue-là et de cette découverte de une de vos municipalités, Inverness? Écoute, d'emblée, je veux féliciter M. le maire d'Inverness parce que pour sa présentation de sa municipalité, on sent que c'est quelqu'un qui l'a à cœur, qui l'a gravé sur le cœur, sa municipalité. Yves est comme ça, puis c'est une personne vraie, puis il a transmis le message à tout le monde de pouvoir aller visiter son village. Écoute, ce que je retiens, c'est que moi, pour avoir eu la chance d'avoir été souvent à Inverness, on parlait du festival tantôt et dans d'autres activités, d'avoir des amis aussi qui habitent là, c'est l'entraide qui existe. Tantôt, M. Boissonneau parlait du bénévolat. Okay? Je me souviens que dans les débuts du Festival du Bœuf, j'ai connu une personne qui était au début, une madame qui était là, je ne la nommerai pas, mais qui est décédée aujourd'hui. Puis là, ses enfants prennent le relais. Puis ces enfants, on montre à leurs enfants, à eux autres, prendre le relais pour remplacer les bénévoles. Écoute, c'est des exemples de bénévolat qui se font à Inverness que je pense que chaque MRC ou chaque municipalité du Québec pourrait suivre. On est fiers d'Inverness. En plus, il y a la beauté de ces paysages. Écoute, on pourrait en parler là, encore une pendant magnifique des rivière minutes. aussi qui fait jaser beaucoup. Là, voilà. Super beau. Super bon, beau. eh bien, je vous remercie beaucoup, Jocelyn Bédard. On se dit à une prochaine découverte pour une autre municipalité. Vous êtes d'accord avec ça? Bien d'accord, j'ai hâte. Alors voilà, donc ça complète cette entrevue-là, ou plutôt cette chronique-là. Donc, la MRC de l'Érable à découvrir pour mieux y vivre. Alors aujourd'hui, côté entrevue à l'émission Érable en bref, je trouvais ça super intéressant de pouvoir en jaser, en parler, mais je ne pensais pas que le sujet allait être aussi intéressant. On va parler de notre eau potable du côté de la ville de Plessisville parce que à la mi-janvier, bon, 15 janvier, 14 janvier, on a eu un avis disant qu'il ne fallait plus boire l'eau potable à cause d'un incendie qu'il y avait bon, du côté de l'Istère. Et là, je me suis dit, mais comment on a analysé ça? Et quand on dit de ne plus boire l'eau potable, les citoyens, il faut vraiment écouter, hein, parce qu'il est peut-être question de vie ou de mort. Enfin, on va jaser de l'importance de faire nos tests pour l'eau potable. Mon invité, c'est M. Martin Lacroix, qui est chef de division à l'hygiène du milieu du côté de la ville de Plessisville. Bonjour, Mme Jeanne. Je me suis toujours demandé comment on analysait notre eau, pourquoi on nous dit, bon, faire l'ébullition de notre eau potable ou encore, oh, vous arrêtez, on stoppe tout ça, on arrête de boire l'eau potable de notre robinet. Alors, on va parler de la situation un peu de l'Istère. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on sache que, oh, il fallait lancer vraiment un avis à la population pour qu'on arrête de boire l'eau potable? Raconte-moi un peu le processus. Bon, ça s'est déroulé quand même assez vite. Bon, on sait que l'incendie a débuté le jeudi soir, je pense, dans la soirée là, du 14 janvier. Puis à ce moment-là, nous ici, on ignore tout ça. Là. On a des opérateurs qui opèrent l'usine sur deux quarts de travail là, de 8 heures, là, du matin de 8 heures à minuit là, environ le soir. Et puis ensuite de ça, la personne est de garde aussi. La personne qui finit de travailler le soir, elle tombe sur une période de garde de 8 heures. On a un téléphone cellulaire avec les alarmes textes qui rentrent s'il arrive un problème à l'usine. Et à ce moment-là, aller jusqu'à minuit, tout était beau. Il y a un incendie, on le sait, d'autres, on n'est pas au courant de ça parce que ce n'est pas sur notre territoire non plus à Plessisville. Par contre, les pompiers de Plessisville ont été demandés en renfort. Vers minuit et demi, le chef incendie de Plessisville, M. Provencher, m'a contacté pour me dire qu'il y avait un incendie majeur. C'était une entreprise là, de fabrication de pièces de fibre de verre. Fait qu'il peut y avoir toutes sortes de produits là, qu'on ne savait pas l'origine à ce moment-là, là, la consistance des produits. Ça pourrait aller dans l'eau parce que quand il y a de l'incendie, il y a de l'écoulement qui se fait au sol, puis c'était pas loin de la rivière Bécancour. Puis nous, à l'usine de filtration de Plessisville, notre eau brute qu'on prend pour transformer en eau potable, ça provient de la rivière Bécancour. Notre station de pompage est située à Notre-Dame-de-Lourdes,
à 14 km. Fait qu'on est un petit peu plus bas que l'Istar, mais l'eau coule vers le fleuve. Fait que ce qui s'est passé à l'Istar a fini par arriver à Notre-Dame-de-Laude quelques heures plus tard. Donc, je reçois l'appel à minuit et demi. C'est sûr, ça surprend, un peu endormi. Je me réveille, fait que M. Provencher me dit il faudrait que tu vérifierais tes prises d'eau, ton eau brute, parce que là, il y a quelque chose qui se passe à l'Istar, puis on pourrait avoir des problèmes. Fait qu'à ce moment-là, je me suis levé, moi. Là, je fais ça rapide parce que, bon, il y a un opérateur qui est de garde, mais si je l'appelle, puis je le réveille, puis il va faire la job, mais pour qu'il aille plus vite, moi, j'ai moi-même connecté mon ordinateur, j'ai arrêté les pompes avant d'aller voir sur place. À distance, là, j'ai arrêté des pompes à Notre-Dame-de-Lourdes, plus qui viennent d'eau à Plessisville. Je me suis dit, on va faire ça. Après ça, on va régler le problème, on va gérer le problème, comme on dit. Donc, vous avez été très rapide aussi, hein? Parce qu'on ne vit pas avec l'eau de non, consommation. Non. Hein, c'est ça, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'eau. Je savais qu'on avait quand même un délai quand même de marge de manœuvre. On ne savait pas à quoi qu'on avait affaire. Fait que ça peut être mélangé dans l'eau, puis on ne détecte rien. Mais on n'a pas vu rien, on n'a pas senti rien. Mais à ce moment-là, moi, au travers de tout ça, là, je vous explique comme moi j'ai fait, mais au travers de ça, j'ai appelé mon patron aussi à la ville, qui est mon supérieur immédiat, qui lui, l'expérience aussi dans l'eau. C'est lui qui était à mon poste avant. Il travaille à l'usine de filtration depuis 1978, ça fait qu'il a beaucoup d'expérience. Là, à ce moment-là, lui, de son côté, il a déclenché un peu les mesures d'urgence en communication avec notre DG de la ville de Plessisville, d'autres personnes. Fait que lui, il a eu des communications avec le ministère de l'Environnement pendant que moi, je vérifiais l'eau, puis communiquais avec l'opérateur aussi qui était de garde pour arrêter l'usine de filtration. Moi, j'ai arrêté des pompes à l'autre, mais pendant ce temps-là, l'usine continue à filtrer parce qu'on a quand même un réservoir d'eau brute. Tout ça, c'est passé pendant la nuit. Là, oui, puis là, on a eu des communications. Avec mon patron qui, lui, avait des communications avec le ministère. Et eux autres, à partir de là, nous ont recommandé de faire des analyses de l'eau brute à la rivière, à la station de pompage, l'eau brute qu'on a emmagasinée à Plessisville, notre eau potable qui était déjà filtrée là, dans la soirée. Dans nos réservoirs d'eau potable à l'usine de filtration à Plessisville, qu'on a notre usine qui se situe là, au coin de la route 116 et avenue Saint-Édouard. Donc, le matin, très, très de bonne heure, j'ai communiqué avec notre laboratoire accrédité avec lequel on fait affaire à toutes les semaines pour des analyses d'eau potable, en expliquant le problème, puis c'était quoi les paramètres à analyser là, que le ministère nous avait fournis. Donc, très rapidement, là, il y a un paquet de monde qui s'est fait réveiller de bonne heure ce matin-là. Habituellement, on reçoit quand on fait de l'échantillonnage d'eau potable dans notre régulier, oui, vas-y, c'est on fait de la bactériologie à toutes les semaines, qu'on envoie au laboratoire. On reçoit nos bouteilles d'avance. Il y a un calendrier d'échantillonnage, puis c'est un roulement qu'on a avec le laboratoire. Et là, dans ce cas-là, on n'avait pas le matériel nécessaire. Donc, le laboratoire nous ont préparé des kits d'échantillonnage. Le matin même, on a envoyé un autre opérateur, parce que tout le monde a travaillé là, en temps supplémentaire. Là, tout le monde a mis comme on dit. L'épaule à la roue, là. C'est ça. Fait un opérateur s'est occupé d'aller chercher les bouteilles à Longueuil, directement au laboratoire. Il est revenu. On a échantillonné notre eau brute aux endroits que je vais mentionner tantôt, là, puis notre eau potable. Tout ça pour avoir les résultats plus vite, plus rapidement possible pour revenir à normal. T'sais. On était confiant que notre eau était correcte selon ce qu'on avait comme information. Alors, qu'on a arrêté de pomper l'eau, on était confiant, mais c'est le ministère de l'Environnement qui nous a obligés à émettre un avis de non-consommation. Ce n'est pas un avis d'ébullition, il faut faire la distinction entre les deux. Avis de non-consommation, c'est que c'est des produits qui pourraient avoir dans l'eau qu'on ne savait pas. Si on l'aurait fait bouillir, ces produits-là seraient encore là. Ça pourrait être des hydrocarbures ou n'importe quoi. Fait qu'on on a fait notre échantillonnage, on a retourné, on a renvoyé un opérateur porter les échantillons directement au laboratoire. Habituellement, on envoie ça par un courtier comme un transporteur là, rapide, Dicom ou Purolator, dans ce genre-là. Mais c'est pour des délais de livraison, ça arrive le lendemain. Là, pour qu'on ait parce que c'est souvent des analyses de laboratoire comme ça, c'est souvent des tests qui durent 24 heures. Ils prennent un échantillon, ils font un test, ils ont une procédure, ça va être incubé pendant 24 heures. Que le résultat sort toujours 24 heures plus tard. C'est pour ça que
des fois, les gens dans le public trouvent ça long. Ah, quand est-ce qu'on va avoir les. Ben, il faut laisser le travail du laboratoire se faire. On n'a pas le choix d'attendre après eux autres. Fait que, c'est pour ça que nous autres, notre job, c'était d'agir le plus rapidement possible, sachant que ça allait prendre au moins une journée pour avoir le résultat. Quand c'est un avis d'ébullition, c'est d'autres choses. Ça va être comme on a eu la semaine dernière. Ça a été un autre problème. Là. Ça, c'est ça. La semaine dernière, c'était un problème qu'on a eu à l'usine de filtration, un bris électronique là, d'un automate. Fait que ça a fait arrêter notre système de pompage pendant quelques secondes. À ce moment-là, on tombe, notre réseau d'aqueduc tombe, il n'y a plus de pression adéquate. Là. On va sortir de l'eau potable à une pression de 70 livres. Tout dépendamment de ce qu'on habite sur le territoire. Il y a des places qui peuvent avoir un peu moins ou un peu plus. Ça dépend si c'est en pente montante ou descendante. Mais quand on se rend compte qu'on a juste 20 livres de pression, 25 livres à l'usine de filtration, il y a des places qui ne plus. Donc, à ce moment-là, il y a une loi qui nous oblige à émettre un avis d'ébullition préventif. Préventif, ça veut dire que ça peut... C'est encore là, on a relancé le processus d'échantillonnage, mais côté bactériologique cette fois-là. En guise de conclusion, ce qu'on pourrait rajouter, et c'était ça aussi le but de l'entrevue, c'est de dire à la population qu'on fait très attention, puis c'est comme un mandat prioritaire de s'occuper de l'eau potable. Hein? C'est ça, on a des employés qualifiés pour ça. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça prend un diplôme, comme ça prend un diplôme pour faire un autre métier, là, mais il n'y a pas de définissant là, beaucoup chaque année. Fait que c'est un métier qui est quand même rare. Dans une ville, jusqu'à une usine de filtration, tu retrouves 3, 4, 5, 6 employés dédiés à ça. Puis ces villes, bon, on est une moyenne ville. Nos opérateurs s'occupent aussi de notre traitement d'eau usée. Fait que des villes plus grosses comme à Victoriaville, il pourrait y avoir des opérateurs juste à la filtration, puis il y en a d'autres juste à l'épuration. Nous autres, on fait les deux. On est plus petits, puis on combine les deux. En tout cas, merci beaucoup, Martin Lacroix. Donc, je vous souhaite une très belle journée et puis on va continuer de boire l'eau de notre robinet en toute confiance. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. OK, bonne fin de journée. Merci. Alors, je m'entretenais donc avec M. Martin Lacroix, qui est chef de division du côté de l'hygiène du milieu à Plessisville. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.